Hello and welcome. This is a very special episode, and it's not only thanks to the professional and life experience that my guest Philippe is sharing with us, but we're in August, so what a better time to forget a little bit about finance, technology, marketing, etc., and relax while talking about definitely a more delicious subject as the French cuisine. This is why I'm inviting you to consciously invest your attention to the discussion, as today's episode, it's not gonna be in English nor in Romanian, but it's gonna be in French. Anyway, I'm assuming you're a curious listener who is always ready to learn new things, hence your presence on my podcast. But moving on, please listen carefully how Philippe is sharing some knowledge about the French way of making art. And by this I meant food. Some cultural differences in between the French people and other nationalities out of his personal experience, and what advice he has to give for people willing to make the best out of their experience while living abroad. Hands ahead, enjoy. Bonjour Philippe, merci beaucoup pour accepter l'invitation pour parler sur mon podcast. Ça sera vraiment un très intéressant épisode, très spécial, parce que tu connais déjà, je parle avec mes amis sur les sujets de finance, de technologie et tout ça, mais cette fois, avec toi, je veux parler sur un sujet très intéressant. La cuisine, c'est pas que la cuisine, c'est là, on verra. D'accord. Pour commencer, est-ce que tu peux m'aider ton histoire, qu'est-ce que tu as fait dans la vie, qu'est-ce que tu fais maintenant et tout ça. D'abord, c'est la première podcast en français et ça me rend très nerveux. Du coup, n'hésite pas à me corriger. D'accord. Eh bien, écoute, d'abord, je vais te dire bonjour et tu m'as remercié d'avoir accepté l'invitation, mais moi, je te remercie de m'avoir invité. Et je trouve que c'est très courageux de ta part et c'est une belle initiative de vouloir faire ce podcast en français parce que tu fais beaucoup d'efforts pour apprendre le français et voilà, j'apprécie beaucoup et je trouve que c'est vraiment de ta part quelque chose de beau de vouloir faire ça. Alors effectivement, on ne va pas parler finance avec moi, on ne va pas parler technologie, mais on va parler de choses un peu différentes et effectivement de la cuisine. Alors, pour me présenter, donc comme tu l'as dit, je m'appelle Philippe et j'habite actuellement à Nice. J'ai pas toujours vécu à Nice. Les premières années de ma vie, je les ai passées à Cannes, donc qui est à 20 km de Nice environ. Et c'est là en fait où j'ai découvert les plaisirs de la cuisine et de la table parce que mes parents employaient une cuisinière qui était niçoise et qui connaissait parfaitement la cuisine niçoise. Et j'ai pas des souvenirs très précis, mais je me souviens de cette femme, je me souviens des choses extraordinaires qu'elle préparait, des produits simples mais qui étaient très bons, qui avaient beaucoup de goût, et j'ai gardé ça toute ma vie. Ensuite, quand j'ai eu 6 ans et demi, je suis parti à Paris et j'ai fait une grande partie de ma carrière professionnelle à Paris et aussi à l'étranger, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, à Paris, j'ai eu l'occasion de fréquenter beaucoup de très grands chefs, de très grands établissements, comme le Ritz, par exemple, ou comme des restaurants étoilés, où j'ai effectué différentes fonctions. Et je me suis toujours passionné pour la cuisine. C'est-à-dire que même quand j'ai travaillé, c'était plus une passion qu'un travail. En fait, ce qui a réveillé mon désir de faire de la cuisine, c'est quand en sixième, alors je ne sais pas à quoi ça correspond dans les autres écoles, mais en sixième, nous avions un professeur qui
qui nous a donné des cours de cuisine. On avait toutes les semaines un cours de cuisine et ça m'a profondément marqué, cette femme, ce qu'elle nous expliquait. Et à partir de là, j'ai dit, ben voilà, je veux faire de la cuisine. Alors, même étant jeune, je faisais de la cuisine à la maison. J'étais très heureux de réussir certaines choses. Et puis ensuite, ben, j'ai travaillé dans des très grandes maisons, des très grands restaurants. J'ai travaillé avec des chefs aussi. Alors, bien sûr, j'ai appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis à Nice et j'ai eu l'occasion, en venant à Nice, de travailler comme chef exécutif pour plusieurs établissements et également d'être consultant, c'est-à-dire j'ai fait une partie de ma carrière à l'étranger comme consultant en gastronomie, en technique culinaire et aussi en agroalimentaire pour aider des établissements à progresser, à changer, à s'améliorer, à se développer. Alors, j'ai eu l'occasion d'aider des équipes au Moyen-Orient, en Asie, aux États-Unis. Et voilà, c'est aussi une belle expérience. Euh, Voilà un petit peu ma situation aujourd'hui. Et aujourd'hui, en fait, j'ai un projet avec un ami. J'ai un projet de création de cours de cuisine par vidéo qui seront un peu originaux, qui changeront un peu de ce qui existe actuellement. Et voilà, c'est un peu l'idée aujourd'hui. c'est génial, Philippe. Je t'ai dit avant notre meeting, en fait. euh, du coup, grâce à ta expérience, on va parler de quelques différences entre les gens, les Parisiens, par exemple, et la Provence, les différences entre la France et l'étranger. Tu as fait toutes ces choses. Tu as habité, tu as travaillé à l'étranger, tu as habité et travaillé à Paris et ici dans le sud. Euh, et du coup, si je peux commencer, euh, je voulais te poser quelques questions à propos de ton histoire avec la cuisine. En fait, tu m'as dit que grâce à l'école, tu as découvert ta passion pour la cuisine. Du coup, je sais déjà. Oui, et ce que j'ai dit aussi, c'est que avant ça, quand j'étais petit, il y avait dans la maison de mes parents, Ah oui. ils avaient une employée, ils avaient employé il y avait une cuisinière en fait qui nous faisait les repas, et c'était une femme qui connaissait parfaitement la cuisine locale de Nice, et c'est là où j'ai découvert les petits farcis, la pisse saladière, la daube, le scotfish, euh, etc. ok, ok. C'est-à-dire, en fait, on a parlé déjà, et tu m'as dit que c'est très important pour découvrir la cuisine et tout ça, trop tôt, quand on est enfant, par exemple. Du coup, Oui, il faut que la famille nous apprenne la cuisine et ce que c'est bon pour notre santé. mais oui, Oui. ça fait partie de l'éducation. Tu vois, par exemple, les parents qui souhaitent donner une bonne éducation à leurs enfants, ils vont vouloir leur apprendre plusieurs langues. Euh, quand les enfants sont petits, ils sont capables d'apprendre beaucoup de choses. Alors, il y a des parents qui disent, voilà, je veux que mon enfant parle anglais, français, allemand, russe, enfin, etc. Et ils le font quand ils sont petits. Mais pour apprendre à bien manger, ça s'apprend quand les enfants sont petits. Par exemple, comme je t'ai dit, j'ai eu un fils et quand il était bébé, je lui faisais des biberons de légumes avec du roquefort, qui est un fromage très fort. Tu vois, donc il a été habitué déjà à avoir des biberons. Alors il avait des biberons de lait, bien sûr, hein, mais il s'est habitué à avoir de la couleur, à avoir des choses différentes que du lait, à avoir des goûts aussi qui étaient plus forts. Donc forcément, euh, pour bien manger, il faut l'apprendre et il faut apprendre ça à nos enfants quand ils sont petits. D'accord. Tu penses que ça, c'est un truc français, ou c'est peut-être. En fait, ce que je veux te demander,
tu penses que sera possible pour les Français lambda, les Français moyens, pour arriver à bien manger, par exemple, que des légumes qui sont bio, qui sont, je sais pas, qui sont achetés à la marché? Qu'est-ce que tu penses? Le problème, c'est bien sûr, à la base, c'est un problème social. C'est un problème de moyens parce que pour cuisiner, il faut plusieurs choses. Il faut déjà savoir. Donc, il faut D'accord, avoir appris quand on était plus petit. Il faut avoir du temps. Il faut avoir la volonté aussi. Quatrièmement, il faut de l'argent parce que les bons produits, ça coûte plus cher. Et voilà, et il faut avoir une bonne motivation. Donc, c'est sûr que toutes les familles ne sont pas égales face à ce problème de l'alimentation. Et c'est triste, mais c'est vrai que personnellement, j'ai pu le constater parce que pendant plusieurs années, j'étais employé, enfin, j'ai été utilisé par le ministère de l'Éducation nationale pour aller dans les écoles et apprendre aux enfants à faire la différence dans les goûts, dans les saveurs, dans les odeurs, à reconnaître des produits, des choses comme ça. Et j'ai constaté malheureusement que tous les enfants n'avaient pas la même culture au niveau gastronomique. oui, par exemple, en Roumanie, je pense que, en fait, je sais pas si c'est qu'en Roumanie ou c'est partout, c'est un problème réel, en fait. Et peut-être que c'est le gouvernement qu'il faut qu'il fasse quelque chose pour apprendre les enfants. Je sais pas, peut-être si l'on a dans l'école, par exemple, quand on est très, très jeune, si on a des classes à propos de la cuisine, c'est là, en fait, très bien pour nous, pour les enfants. Oui, bien sûr. La première responsabilité, ce sont les parents. Parce que ce qui est important pour une famille, c'est de faire des choses ensemble, c'est d'être ensemble. Et la première chose à faire pour des parents, c'est d'emmener les enfants au marché, de montrer les légumes, de montrer les fruits, de montrer les viandes, les poissons, les herbes aromatiques. Il faut faire les courses ensemble. Il faut que les parents aillent avec les enfants et montrent, par exemple, en saison, des belles aubergines. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette aubergine? Comment on va la cuisiner? Déjà, c'est un moyen extraordinaire d'échanger avec les enfants et d'avoir une communication. Hein, plutôt que les parents soient à faire quelque chose de leur côté, les enfants de l'autre. Déjà, ça commence là. Alors, tu as raison, si les familles ne font pas ça, ah bah, il faut trouver une solution. Alors, effectivement, au niveau de l'école, si on peut suppléer à ça, c'est-à-dire faire une classe où on va montrer aux enfants les produits, on va leur apprendre comment les acheter, comment voir s'ils sont bons, comment on va les préparer. Oui, c'est sûr que c'est une très bonne idée. Mais normalement, ce sont les familles, ce sont les parents qui devraient faire ça. Euh, ok, d'accord. Peut-être il existe déjà dans l'école privée, par exemple, une classe pour Sans les, doute, oui, oui. je sais pas laquelle c'est situation dans les écoles publiques, de n'importe quoi, Philippe. J'ai, Ah, et, oui, ce que je voulais te dire aussi, c'est que tout à l'heure, tu parlais de différences de culture en fonction des pays. Tu as raison. Hein. Par exemple, dans les familles traditionnelles en France, le fait de s'asseoir à une table, déjà de faire une belle table, de mettre une nappe, de bien arranger la table, de manger ensemble, de préparer les choses ensemble. Par exemple, aux États-Unis, bah, c'est tout à fait différent. Je vais prendre un exemple très simple. Le breakfast. Le breakfast aux États-Unis, beaucoup de gens le prennent à l'extérieur de la maison. oui, Et tu as, là, on va chez Starbucks, on va dans un café, on va manger des omelettes, des œufs, des pancakes ou d'autres choses comme ça, mais on ne mange pas à la maison. Et donc déjà en France, c'est une culture différente.
En Asie, ce que j'ai pu constater en Asie, c'est que toutes les familles n'ont pas des cuisines. Donc, ce qui est très développé en Asie, c'est la cuisine de rue, le street food. Et bien sûr, c'est très différent d'en France. Donc, franchement, oui, les cultures font qu'on mange différemment. Euh, oui, très bien. Excusez-moi, Philippe, mais tu anticipais déjà mes questions avec Ah, les excuse-moi, différences. excuse-moi. Non, c'est très bien, c'est très bien. Avec, à propos des différences entre les différents pays, comment on dit, c'est quoi comme ça, Oui, les États-Unis, France et tout ça. Et en fait, j'étais. on va dire, excuse-moi, mais on va dire plutôt, par exemple, ce qui est européen, déjà ce qui est occidental et ce qui est asiatique ou moyen-oriental. Et après, par exemple, aux États-Unis et Canada, c'est le même style de cuisine. euh, OK, ici, j'ai une petite question, en fait. Je- c'est vrai, on m'a dit, par exemple, les gens ici, particulièrement dans le sud, c'est vrai que les gens prennent, quand ils prennent les déjeuners, combien de temps il faut avoir pour le déjeuner en fait? C'est 2 heures peut-être, Bon, ça, avec une bouteille de vin. Ouais. ça, c'est, on va dire, c'est le dimanche. Alors maintenant, c'est vrai qu'avec la mondialisation, les choses se sont un peu uniformisées. Les gens travaillent maintenant et ils consacrent de moins en moins de temps à prendre le repas. Et les familles prennent de moins en moins leurs repas ensemble et ils prennent les repas séparément et ils consacrent pas beaucoup de temps. C'est pas à ce niveau-là que les différences se font. Euh, ok, d'accord. Philippe, si tu peux me dire quelques trucs qui te trouvent très intéressants, par exemple, à propos de la culture française. Bien sûr, en rapport de la cuisine. Par exemple, en Roumanie ou en Autriche, comment on dit? C'était une habitude pour les gens pour prendre quelque chose à manger entre les déjeuners et dîner. Mais ici en France, je trouve ça très rare en fait. Ils mangent que le petit déjeuner, le déjeuner, c'est dîner. Rien entre les trois. Et je trouve ça très intéressant. Oui, voilà. Oui, alors après, ça existe en France, hein. Par exemple, si tu vas dans la région de Lyon, Oui. à Lyon, euh, il va y avoir par exemple vers 10 heures ce qu'on appelle le machon. Donc le machon, qu'est-ce que c'est? Eh ben, on va boire des vins locaux comme le Beaujolais, on va manger de la charcuterie, du saucisson, du jambon, du pâté, un bon pain. Voilà. Pourquoi? Parce que ce sont des habitudes de gens qui se levaient tôt et qui avaient cette habitude-là. Ensuite, il y a le déjeuner. Et puis, il y avait en France une grande tradition qui était le goûter. Hein, c'est-à-dire que vers 16-17 heures, ben, il y avait le goûter avec les brioches, les confitures, la mousse au chocolat. Bon, après, le changement de mode de vie avec la pression, avec le stress, avec l'accent aussi qui est mis sur le corps, sur la santé, fait qu'il y a des choses qui ne se font plus. Mais il y a des régions où, comme je te disais, à Lyon, où par exemple, on mange quelque chose entre le breakfast et le lunch et entre le lunch et le dîner. Après, voilà, après, par exemple, en Angleterre, moi j'avais vécu dans une famille où le papa se levait très tôt le matin parce qu'il était responsable de la poste. Donc, il partait de chez lui à 4 heures du matin, il prenait un café avec quelques gâteaux, et puis forcément, il revenait à 8 heures. Là, c'était le breakfast. Alors, c'était un festival, hein, il y avait tout. Il y avait les beans, il y avait les bacon and eggs et toutes ces choses-là, quoi, hein. Donc, ça dépend beaucoup. Aujourd'hui, ce qui change, c'est que la vie est ponctuée principalement par le travail et les gens partent de plus en plus loin pour aller travailler et forcément, ça change tous les codes. Et puis aussi, il y a le mélange des cultures, la mondialisation qui fait que on a de moins en moins la possibilité de conserver son identité.
En fait, je me suis trompé, Philippe, et j'oubliais les très connus apéros, par exemple. Dis- Dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec cet apéro? C'est quoi cet apéro, en fait? Alors, déjà, la France, c'est un pays où, alors beaucoup moins maintenant, mais c'est un pays dans lequel on buvait beaucoup. Beaucoup de vin, hein, puisque à une époque, les gens buvaient au moins 1 litre de vin par jour. Et, euh, et voilà, et c'est aussi des marques comme par exemple Ricard qui ont développé l'apéritif pour pouvoir vendre leurs produits. Euh, pour le français, l'apéritif, c'est très important, quoi. C'est-à-dire, on te dit que ça va ouvrir l'appétit, mais c'est plus pour passer un moment convivial avec un peu de saucisson, un petit peu de fromage. Voilà, c'est un moment très sympathique. Euh, voilà, c'est un peu euh, l'histoire de l'apéritif, c'est un peu ce qui remplace, peut-être ce qui va remplacer le mâchon à Lyon. Voilà, c'est des modes comme ça. C'est, on est dans un pays où on boit quand même beaucoup d'alcool. Beaucoup moins maintenant, hein, mais c'est un pays où on boit beaucoup d'alcool. C'est-à-dire on boit l'apéritif, après il y a le vin à table, le vin blanc, le vin rouge, et puis après l'habitude c'est de terminer le repas avec un alcool. Alors tu comprends que ça se fait de moins en moins parce que les gens ont moins de temps pour déjeuner, ils font attention plus à leur santé, mais c'est encore la tradition en France dans certaines occasions, dans des fêtes, dans des anniversaires ou à la fin de l'année ou dans des repas spéciaux. On mange beaucoup et on boit beaucoup. Ok, parfait, Philippe. À propos des moments sympathiques et des gens sympathiques, euh, dis-moi, s'il te plaît, quel point de vue toi à propos des Parisiens, par exemple? Tu habitais déjà à Paris, tu, tu connais, tu peux parler beaucoup sur ces sujets. Et Oui, c'est comment on dit, huffing and puffing, ou il y a beaucoup de blagues, ou comment on dit, jokes. Par exemple, on m'a dit que dès qu'une personne quitte Paris, les gens sont plus sympathiques, ils parlent clairement et tout ça. oui, alors déjà, il y a les vrais Parisiens et il y a les faux Parisiens. Ah, Parce ok. que, bah oui, parce que moi, j'étais un vrai Parisien dans le sens où j'habitais vraiment à Paris. J'ai eu la chance d'habiter dans un très, très beau quartier entre l'Étoile et le Trocadéro, avenue Kléber. Et 16e, non? oui, c'est le 16e, c'est un endroit extraordinaire. Voilà, donc après, si par exemple, après tu as beaucoup de populations qui habitent ce qu'on appelle en banlieue, c'est-à-dire autour de Paris. Ouais. Et quand tu leur demandes, par exemple, si je rencontre des personnes à Nice, je leur dis, mais où est-ce que vous vivez? Ils vont me dire, je vis à Paris. Mais en fait, ils vivent pas à Paris. Ah oui, c'est vrai. Ils vivent en banlieue. Alors, ça change énormément de choses. Pourquoi? Parce que quand tu vis à Paris et dans les quartiers où j'avais la chance d'habiter, si tu veux, par exemple, tu n'as pas besoin de voiture parce que tu as des taxis, tu as le métro, tu as maintenant il y a des VTC. Voilà, donc déjà, ça change beaucoup de choses. Il faut comprendre que les gens qui habitent en banlieue et qui des fois font 1 heure et demie pour venir travailler à Paris, et le soir, il faut refaire encore 1 heure et demie pour repartir du travail. Pour moi, je trouve que c'est quelque chose de terrible. Et donc, je comprends qu'ils sont stressés et en Ah, fait, ils ne profitent pas de Paris. Tu vois, moi, quand j'habitais à Paris, j'allais au moins 2 fois par semaine au concert, au théâtre. C'est pas un problème parce que habitant dans Paris, tu prends un taxi en 10 minutes, un quart d'heure, tu es rentré chez toi. Donc, ta vie, elle est à Paris et Paris, c'est extraordinaire dans tout ce qui est musée, concert, théâtre, opéra, c'est fabuleux. C'est d'ailleurs ce qui a été un petit peu difficile pour moi quand je suis arrivé à Nice, c'est que tout cet aspect culturel, je ne l'ai pas retrouvé. Alors,
voilà, déjà, il faut faire la différence entre les vrais Parisiens et les faux Parisiens. Après, tout dépend aussi du quartier de Paris où tu habites, parce qu'il y a des quartiers à Paris qui sont épouvantables, parce que ça s'est dégradé, etc. Donc, voilà, ça change beaucoup. Donc, les gens qui habitent dans les quartiers où j'habitais, moi, ils sont sympathiques, comme moi. Oui, c'est la chance, Philippe. Bah oui, c'est-à-dire tout dépend. Voilà, après, si tu es stressé, si tu es fatigué, si tu es, c'est dur. Le fait d'habiter en banlieue et de travailler à Paris, je trouve que c'est quelque chose de très dur, très très dur. Oui, Alors forcément, quand tu pars en province, quand tu quittes pas la région parisienne, on va pas dire Paris, on va dire la région parisienne avec la banlieue, et que tu as la chance d'aller travailler en province dans certains endroits, bon, ben, la vie est plus agréable, hein. Nice, par exemple, enfin toute la Côte d'Azur, ce qui est extraordinaire, c'est la lumière. Tu oui, vois, oui, la oui, lumière, les exactement. couleurs. Paris, c'est la région parisienne, c'est gris. Des fois, il fait très beau, mais en général, c'est gris. Ici, c'est les couleurs, la lumière, la mer, la montagne, la campagne, c'est extraordinaire. Mais aussi, Paris, par exemple, est très connu comme les villes des Lumières, non? N'est-ce pas? Oui, alors, Mais pendant la nuit, hein? ouais, non, mais ville de lumière, on va dire plus au niveau, pas philosophique, mais au niveau intellectuel, c'est-à-dire c'est là où il y a eu de grandes idées. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est la vie culturelle à Paris qui est extraordinaire. Les expositions, les théâtres, les concerts, les musées, voilà, c'est extraordinaire Paris pour ça. Mais le problème, c'est que les gens qui habitent la banlieue, qui habitent autour de Paris, bah, ils ne profitent pas de ça parce qu'ils travaillent très dur toute la semaine. C'est juste métro, boulot, dodo, comme on dit. Et puis, bah, le samedi, il faut faire les courses. Voilà, le dimanche, il faut se reposer. Et puis, et la vie repart. Mais ces gens-là ne profitent pas de Paris. Ceux-là, ils sont fatigués. Alors, Oui, des oui, fois, ils sont exactement. désagréables, mais je les comprends. Je les comprends. Euh, Voilà. En ok. plus, moi, j'ai eu la chance à Paris de travailler pour les institutionnels, pour l'Élysée, pour les ministères, pour l'Assemblée nationale, pour ces organismes où, en fait, voilà, j'estime que j'ai eu beaucoup de chance de vivre à Paris et de travailler à Paris. Oui, peut-être que c'est la différence, en fait, la question, c'est entre les grandes villes et la province, en fait. Peut-être que c'est la même chose avec, par exemple, Bucarest et la province, ou Vienne et la province. C'est la même chose, en fait. J'avais la même impression, par exemple, quand j'étais à Vienne. Tout le monde, ils ont pensé que les Viennois, comment on dit, les gens qui ont habité à Vienne, ils ont très, comme les Parisiens, tu sais. Et j'avais la même impression, par exemple, à Bucarest. Je comprends, j'arrive à comprendre ça. Si tu habites, par exemple, dans les banlieues, tu es un peu stressé, tu es avec le Oui, travail, oui. tout ça. C'est ça Euh, le problème, c'est ça. Par exemple, vivre à Vienne, c'est extraordinaire dans certains quartiers de Vienne, hein. Euh, voilà, euh, moi j'ai un ami qui vit à Londres, à Mayfair, qui est un des plus beaux quartiers de Londres. Ah, c'est extraordinaire de vivre là-bas. Mais dès l'instant où tu habites à l'extérieur de Londres et que tu dois venir travailler à Londres, c'est horrible. Et voilà, j'ai beaucoup de compassion pour ceux qui doivent faire ça, quoi. Mais peut-être on peut essayer de changer les choses. Peut-être que euh, je sais pas. Voilà, il euh, faut. ok. C'est pas facile. Après, ce que j'aime pas trop, c'est faire des généralités, hein, c'est-à-dire, voilà. Bon, les gens, ils sont comme ils sont et Oui, tout ils ont à fait. leur histoire et voilà. Tout à fait, Philippe. Est-ce qu'on peut avancer, par exemple, on va regarder le même sujet, la différence entre cette fois, c'est pas entre les Parisiens et les gens qui habitent en Provence. Je voudrais savoir la différence entre les Français et les gens
qui habitent à l'étranger, par exemple, tu habitais déjà aux États-Unis, si tu peux me dire quelques différences qui te trouvent très intéressantes. Oui, alors j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais par exemple, ce qui va faire la différence, c'est que en France, même si c'est en train de changer, hein, en France, on cuisine à la maison et on mange à la maison. Ah, ok, ok. Aux États-Unis, on mange à l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on prend tous les repas à l'extérieur, mais on prend beaucoup plus c'est beaucoup plus l'habitude. Par exemple, je me souviens, j'étais parti faire une mission de consulting à Miami pour une unité de restauration assez importante et qui voulait améliorer les choses, changer les recettes, changer le concept, etc. Et ce que j'ai constaté, c'est que les gens venaient le matin prendre leur breakfast. Une omelette, des pancakes, voilà, ils ne prennent pas le déjeuner à la maison. Ils partent de la maison sans déjeuner. En France, voilà, on cuisine à la maison et on mange à la maison, même si c'est en train de changer. En Asie, ce que j'ai constaté en Asie, c'est que tous les gens n'ont pas une cuisine chez eux. Alors, ils ont l'habitude de manger à l'extérieur, mais de manger dans la rue. Je disais tout à l'heure, c'est la street food. Voilà. Après, dans les mentalités, aux États-Unis, ce que j'ai constaté, c'est que voilà, les gens sont très occupés avec leur travail. Alors, c'est une habitude de manger à l'extérieur. Voilà, ça fait partie des différences. Après, sur les types de cuisine, comme je te l'avais expliqué en privé, c'est que, par exemple, la cuisine américaine, elle est basée sur le sucre. Nous, on a une cuisine qui est basée sur le sel. Donc déjà, ça fait des grandes différences. Et puis, les produits sont différents aussi. Je ne sais pas si tu veux que j'aborde ce point maintenant, mais en France, par exemple, quand je mets une recette au point, imaginons, je vais prendre un exemple tout bête, hein, j'utilise une fine herbe, par exemple la ciboulette. Bon, bah, je sais que pour tel plat, je vais mettre, par exemple, 2 brins de ciboulette et ce sera très, très bien. Si je vais aux États-Unis pour faire la même recette, il faut que je prenne une grosse botte de ciboulette pour avoir le même goût. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui donne le goût? C'est la terre. Et la terre en France est une terre très différente. C'est une terre qui est très riche et qui donne le goût. Les fraises, par exemple, tu vas goûter des fraises qui sont complètement différentes. Elles le sont de par leur variété, mais elles le sont aussi de par la qualité de la terre. Alors, après, quand tu vas comme ça aux États-Unis où tu dois faire la cuisine, bah, tu dois t'adapter avec les produits locaux. Ce sont de très bons produits, mais les goûts sont différents. Ça joue, hein. Et puis, ce que j'ai pu constater aussi, puisque j'ai travaillé dans différents endroits aux États-Unis, c'est que euh, les États-Unis, c'est immense. Et les produits que tu trouves sur la côte Est ne sont pas les mêmes produits que tu trouves sur la côte Ouest. Alors, voilà, les cuisines aussi sont différentes. Dis-moi par exemple la différence entre les endroits où les gens peuvent faire la marché, par exemple. C'est, j'ai trouvé que en France, ici particulièrement à Nice, beaucoup de gens ils font les courses à la marché, par exemple. Et je trouve ça très intéressant. Je ne sais pas si c'est la même cas ça en Roumanie, j'oubliais, je ne sais pas si c'est la même situation en Autriche, par exemple, mais dis-moi pourquoi les Françaises aiment faire les cours, par exemple, à la marché. Parce que le marché en France, c'est très spécifique. Le marché en France, c'est un C'est comme un marché où tu festival. trouves. Oui, c'est-à-dire que c'est un marché de producteurs qui viennent vendre, de petits producteurs qui viennent vendre leurs produits. Et alors, bien sûr, il y a des commerçants qui viennent sur le marché, qui achètent leurs produits chez des distributeurs ou chez des grossistes. Mais en général, et c'est le cas par exemple à Nice, au Cours Saléa, c'est que le petit producteur qui fait de la tomate,
qui fait des herbes, qui fait de la pomme de terre, ou d'autres qui font des fruits ou qui font des citrons, qui font des agrumes, parce qu'il y a beaucoup d'agrumes sur la Côte d'Azur, eh bien, ils viennent vendre leurs produits. Alors, bien sûr, tu trouves des produits qu'on appelle en circuit court, c'est-à-dire qu'en général, ils ont été cueillis le matin ou la veille, et puis tu les as sur le marché dans la journée ou le lendemain. Donc, c'est des produits qui sont très frais, c'est des produits qui n'ont pas voyagé. Après, ce qui est extraordinaire dans le marché, c'est que tu trouves des produits locaux. Par exemple, à Nice, il y a un légume que tu ne trouves qu'à Nice, c'est la courgette trompette ou la courgette violon. Cette courgette-là, tu ne la trouves pas ailleurs en France. Alors, tu la trouves ici et bien sûr, tu fais des recettes qui sont tout à fait différentes. Mais c'est vraiment une spécificité française, le marché avec des petits producteurs. Et en fonction des régions. Par exemple, si tu vas dans l'ouest de la France, la Dordogne, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Haute-Garonne, ces régions de l'Aquitaine, bah, tu vas trouver beaucoup de canards, de la truffe, tu vas trouver le canard sous toutes ses formes, le foie gras, etc., avec des produits spécifiques. Dans cette région-là, on va plus cuisiner avec de la graisse de canard ou d'oie. Dans la région de Nice, on va plus cuisiner avec de l'huile d'olive. Voilà, c'est aussi la richesse du terroir français, c'est la variété des produits. Mais tu as raison, le marché, c'est quelque chose de... Si tu veux connaître la culture d'un pays, tu vas au marché. Et le marché, par exemple en Asie, il y a beaucoup de marchés en Asie, hein, avec beaucoup de produits, c'est pareil, c'est le même principe avec des petits producteurs. La seule chose, c'est que tu trouves des produits qui sont très différents de ceux que tu trouves en France. Quand tu vas, par exemple, en Israël, il n'y a pas d'importation de fruits ou de légumes. C'est-à-dire, on mange uniquement ce qui est produit dans le pays. Alors, ça fonctionne avec la saison. Ça, je trouve ça extraordinaire. Par exemple, quand c'est la saison des fraises en Israël, pendant 3 semaines, un mois, tu vas avoir des fraises. Alors, tu vas aller au marché, tu vas voir des monceaux de fraises qui sont bonnes, etc. Et quand la saison est finie, ben, il n'y a plus de fraises. Donc, tu t'habitues à manger les produits saison. En France, par exemple, avec la grande distribution, tu vas trouver des fraises toute l'année. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. On mange les produits de saison et qu'on trouve localement. Par exemple, de la période à partir de juin jusqu'au mois de septembre, tu vas trouver des tomates qui sont des tomates qui ont été élevées en plein champ, qui ne sont pas élevées dans des serres, qui sont élevées dans de la vraie terre, qui voient le soleil. Alors, tu manges des produits qui ont du goût. L'avantage du marché aussi, c'est que le producteur, il va te donner le produit, il va cueillir le produit quand il est mûr. Dans la grande distribution, on va cueillir les produits avant maturité pour qu'ils puissent voyager, etc. La clé, c'est le marché. Et tu vois, on revient à notre discussion du début. Si les parents prennent l'habitude d'emmener leurs enfants au marché, de leur montrer les produits de la région, etc., ça sera quelque chose d'extraordinaire. Très bien. Est-ce que tu as un petit conseil pour les parents, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour, Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, ou qu'est-ce qu'ils doivent faire qu'est-ce qu'il doit faire, ou qu'est-ce qu'ils pourraient faire. qu'est-ce qu'il peut faire, ok, d'accord, pour apprendre leurs enfants à propos de la cuisine. Par exemple, dans un côté, c'est McDo, et dans l'autre côté, c'est, je sais pas, beaucoup de légumes, beaucoup de nourriture qui fait du bien. Qu'est-ce qu'il Oui, faut alors, qu'il fasse pour... qu'est-ce qu'il pourrait faire? Oui, oui, Alors, déjà, puisque tu parles de McDo, on va dire le fast-food d'une façon générale, oui, oui, exactement. euh, c'est une cuisine qui drogue les gens. Pourquoi? Parce que c'est une cuisine qui est basée sur le sucre. C'est-à-dire, si on prend un burger, par exemple, dans le pain, il y a du sucre, dans les sauces, il y a du sucre, et donc ça te rend addict. Tu vas avoir une addiction. Après, c'est mou, c'est facile à manger,
Et après, les autres choses qui se mangent, c'est ce qui est frit, comme par exemple les nuggets qui sont cuits dans une friture, les frites également. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut faire des frites, mais on peut faire des frites de légumes. On peut faire des frites de carottes, on peut faire des frites Ah ouais. de patates douces, on peut faire des frites de poivrons, de courgettes, d'aubergines, etc., avec une petite pâte tempura très très légère qui va faire pas comme un beignet, mais qui va juste enrober, qui va être croustillant. Mais je te dirais qu'au départ, il faut que les parents, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Eh ben, il faut déjà qu'eux-mêmes, ils s'intéressent aux produits, quoi. Il faut qu'ils apprennent à comment on peut préparer les produits. S'ils font, par exemple, des frites de légumes et puis ils travaillent le poisson d'une certaine façon, puisque les enfants aiment bien ce qui est frit, bah, tu achètes un bon poisson, tu fais une petite panure légère, et puis voilà, il faut. Mais ça demande du temps, ça demande, voilà. Mais c'est le problème aujourd'hui des parents qui n'ont pas le temps. Du Et coup, puis eux-mêmes, comment ils ont été élevés. Imagine aujourd'hui une mère qui a 30 ou 40 ans et qu'est-ce que ses parents lui ont appris, quoi. C'est ça aussi, c'est une question d'éducation, quoi. tout ceci étant dit, on a beaucoup des alternatives pour les junk food, pour les McDo, pour les burgers et tout Ben ça. oui, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, Il y a beaucoup il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais il faut pas aller vers la facilité. Faire quelque chose de bon, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, parce que déjà, il faut bien choisir le produit, il faut apprendre à le préparer, il faut bien le préparer, et après, c'est bon, quoi. Mais voilà, ça demande des efforts. euh, Et on vit dans une société où, pour certaines choses, on n'a pas envie de faire des efforts. C'est dommage. Tout à fait. Je ne sais pas ce qui se passe avec la société. Alors euh, Philippe, dis-moi, s'il te plaît. Du coup, tu as travaillé beaucoup, tu as donné des conseils pour les restaurants, par exemple, pour les restaurants qui sont très connus et tout ça. Est-ce que tu as un petit conseil pour peut-être que je aille d'écouteurs, comment on dit, écouteurs, non, listeners, qui, qui, qui vont ouvrir son propre restaurant. Est-ce que tu as un petit conseil ici sur ces sujets, s'il te plaît? Euh, Oui, alors, bah oui, des conseils, des mais conseils, il y en a beaucoup. Mais déjà, il faut savoir quel est le concept, qu'est-ce qu'on va proposer, quel est l'environnement, quelle est la demande des gens. Est-ce que voilà, est-ce que c'est un public de bureau, de gens qui ont un quart d'heure, 20 minutes pour manger? Est-ce que c'est des gens qui vont venir plutôt le soir? Quelle est la concurrence autour? Enfin, il y a énormément de choses. Et puis après, il faut qu'il y ait un concept qui soit bien au point pour que quand le client arrive, il soit bien accueilli, soit pris en charge. Le client n'aime pas attendre. Voilà, c'est euh, les- euh, Philippe, en je- fait, désolé, j'ai une autre question, en fait. ouais. Ce qui m'intrigue beaucoup, euh, par exemple, moi, comment je peux savoir, par exemple, si un restaurant, c'est bon ou pas? Ta question, elle est bien parce que alors il y a plusieurs signes quand tu veux savoir si c'est bien. Déjà, tu regardes la carte. Alors, quand tu vois des cartes qui sont très grandes avec beaucoup de produits, Oui. tu peux aller manger ailleurs parce que ça veut dire que Comment ça? bah, si tu veux, pour faire de la bonne restauration, il faut pas qu'il y ait beaucoup de produits sur la carte. Ah, S'il y a trop de produits, c'est ingérable. Ça veut dire qu'il y a du surgelé, ça veut dire qu'il y a des produits tout prêts, ça veut dire que on va te vendre des produits qui ont été fabriqués ailleurs. Donc ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est d'accord, la première chose. d'accord. Philippe, désolé Non, non, je euh, t'en prie. du coup, c'est très important pour les restaurants être spécialisés, n'est-ce pas?
Alors, Ou c'est- tu sais, le premier problème, je vais te dire quel est le premier problème. C'est que si demain tu veux ouvrir un salon de coiffure, Ouais, il faut que tu aies un diplôme ouais, pour couper les cheveux. D'accord? ouais, Mais pour nourrir les gens, c'est sérieux de nourrir les gens parce que ils vont manger des choses, ils vont introduire dans leur corps des choses qui, si elles sont mauvaises, ils peuvent être malades. Donc c'est très grave, quoi. C'est très sérieux. Eh ben, il n'y a pas besoin de diplôme. Il n'y a pas besoin de diplôme. ah oui, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux, si tu as de l'argent, tu peux ouvrir, ou même si tu n'as pas d'argent, tu peux ouvrir n'importe quoi. Et il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de, il n'y a pas de diplôme, il n'y a rien du tout. Donc, aujourd'hui, tu vois un restaurant, tu sais pas ce qui va se passer, quoi. Tu oui, vois? tu as raison. Donc ça, déjà, c'est une première chose qui doit être changée. On ne devrait pas pouvoir aujourd'hui ouvrir un restaurant si on n'est pas diplômé ou si on n'a pas quelqu'un qui, euh, voilà, comme une pharmacie, comme un salon de coiffure, etc. Ça, c'est la première chose. Donc après, c'est pareil, il faut, si tu veux savoir qu'un restaurant est bon, déjà, bah, tu regardes ce qu'il y a dans les assiettes, hein. Déjà, tu regardes la carte et après, tu regardes ce qu'il y a dans les assiettes. Ouais. Moi, ça m'arrive, bon, j'ai l'habitude maintenant, alors je vois très rapidement si le restaurant est bon ou pas. Parce que bon, je ne peux pas tout expliquer, mais après, c'est des automatismes. Il y a Ouais. des restaurants dans lesquels je ne vais jamais rentrer. Mais après, tu regardes dans les assiettes, et puis moi, ça m'arrive de discuter avec les gens, hein, de dire bah, est-ce que c'était bon ce que vous avez mangé? Alors, le problème aussi, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui savent si quelque chose est bon ou pas. Parce que comme à la maison, ils achètent des produits tout prêts, des surgelés, des choses comme ça, ou ils vont bouffer chez McDo ou manger un sandwich, bah, oui, après, ils savent plus si quelque chose est bon ou pas bon, quoi. Mais voilà, il faut être prudent quand tu vas dans un restaurant. Après, bah, quand même, avec les guides, tu as quand même, comme le Michelin, le Gomio, des guides comme ça, ou même les guides locaux, tu as quand même des informations. Et puis, il faut poser des questions. Moi, quand j'arrive quelque part, si j'ai envie de manger asiatique, bah, je vais aller trouver des gens qui sont chinois ou japonais ou qui ont des amis. Et puis je leur demande. Voilà, récemment, sur Nice, je cherchais un bon restaurant vietnamien. Ouais. Alors, j'ai rencontré une Vietnamienne qui est très introduite à Nice et je lui ai posé la question. Elle m'a donné une bonne adresse. Ah oui, Voilà, tu sais, c'est comme le reste, il faut faire des efforts, hein. ah Il faut oui, chercher. Voilà. Mais déjà, c'est la carte, regarder ce qu'il y a dans les assiettes et puis éventuellement discuter avec les gens et puis regarder quoi. Est-ce que c'est propre? Est-ce que le personnel, est-ce qu'ils sont propres sur eux? Est-ce que voilà, c'est un ensemble de choses quoi. ok. Bon. Du coup, c'est pas si facile. Il faut que tu fasses ton recherche, il faut que tu... Et puis après, bah oui, voilà. Après, c'est une question de moyens aussi, hein, Ah oui, tout à fait. parce que les produits, ils ont un prix. Un bon produit, il a un prix. Tu sais, un restaurant pour qu'il arrive à s'en sortir financièrement, quand il achète, par exemple, un morceau de poisson 10 euros, par exemple, je prends un exemple comme ça, hein, je ne dis pas que c'est le prix, hein, bah, il faut qu'il le vende minimum 37 euros. Sinon, bah, il ne peut pas s'en sortir parce que déjà, il a pour plus de 30% de frais de personnel, il y a la TVA, il y a les frais fixes de l'établissement, il y a tout ça, il y a la perte, voilà. Donc, Qu'est-ce que tu penses, Philippe? C'est difficile, voire impossible pour manger sans payer beaucoup d'argent? si c'est Pas dans possible, le restaurant, bien sûr. bah, si tu veux, c'est possible, mais ça sera des produits à la base qui sont des produits pas chers. Parce que si Oui, tu du veux coup, un beau poisson, une belle viande, ça coûte cher. oui, 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 exactement. Donc, tu vois, après, le secret du restaurateur, tu vois, si tu veux faire par exemple un menu à 20 euros,
Hein, imaginons, tu veux offrir un menu à 20 euros avec une entrée, un plat et un dessert. Qu'est-ce que ça veut dire 20 euros? Ça veut dire que tu disposes en marchandises de 4,50 €. Donc, il faut que tu te débrouilles à faire tes achats pour 4 euros, 4,50 €, 5 euros maximum, tu vois. Mais après, c'est ça aussi, il faut savoir acheter. On parlait du marché tout à l'heure. Bah, tu vas au marché, tu vas trouver un produit de saison ou qui est en promotion, qui est pas trop cher, un produit d'un petit producteur. Tu vas trouver un bon poisson. Il se trouve que ce jour-là, le pêcheur, il a pêché une grande quantité. Alors, tu vas pouvoir acheter un bon poisson. Ça ne sera pas du turbo, ça ne sera pas du loup. Voilà, mais ça sera un bon morceau de poisson. Voilà, et puis après, il faut un légume, il faut un dessert. Le dessert, ça coûte pas cher à faire. Tu vois, donc il faut que tu arrives comme ça à trouver des bons produits pour 4-5 euros. Et après, bah, tu peux vendre ton menu 20 euros et le client va bien manger. Mais le problème, c'est que souvent dans les restaurants, il n'y a pas suffisamment de personnel. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va acheter un dessert tout fait chez un grossiste qu'on va payer au moins 1,50 €. Et puis après, si après ça, ben, tu peux pas, quoi. C'est pas possible. Voilà. Oui, c'est génial, Philippe. Donc moi, la première chose que j'apprends je me souviens, une des dernières expériences que j'ai eues, c'est quelqu'un qui a créé un très beau restaurant. Bon, je ne dirai pas où parce que je ne veux pas qu'on le reconnaisse. Donc, il a mis beaucoup d'argent. Hein. La salle est magnifique, une très, très belle cuisine avec du matériel, avec tout ce qu'il faut. Et puis, donc, il y a un chef qui est venu, qui a fait sa carte, etc. Et donc, moi, je suis venu pour les aider, pour les former aussi sur des nouvelles technologies culinaires, comment utiliser le sous-vide en cuisine pour la cuisson, la conservation, le goût, etc. Et j'ai dit au chef, j'ai dit ta carte, ça va pas parce que c'est trop compliqué. Chaque recette est très compliquée et le résultat n'est pas à la hauteur de tout le travail qui est fourni. Donc, si tu travailles comme ça, bah, dans 6 mois, tu fermes, quoi, parce que ça pourra pas marcher. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Donc, voilà, c'est, faut du savoir-faire, faut être humble, faut être modeste, il faut être travailleur, il faut être réaliste aussi, puis il faut être raisonnable. Hein. Euh, tout à fait, tout à fait, Philippe. Écoute, pour la dernière part, je sais que tu parles très bien anglais. Moi, je me débrouille avec le français. J'essaie quand même pour m'améliorer mon français. Est-ce que tu peux me donner un petit conseil en personne? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour s'intégrer, pour se bien intégrer, par exemple, ici en France? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour se bien intégrer dans la culture américaine ou dans la culture française? Oui, voilà. Je ne sais pas Oui. si c'est très Alors, clair, mais ta question, elle est très claire et elle est très intéressante. En fait, c'est très simple. Il y a 2, 3 petits trucs à avoir. La première chose, c'est qu'il faut être très ouvert sur les autres. oui. C'est-à-dire, il faut pas rester dans son coin. Il faut aller vers les autres. Il faut être très ouvert. Il faut pas dire. La deuxième chose, c'est il faut pas dire voilà, moi j'ai l'habitude de faire comme ça. Non, il faut se dire ici comment on fait. Moi, j'ai toujours été très intéressé. J'ai toujours été passionné par la culture des gens. Euh, Comment vous vivez ça? Comment vous mangez ça? Quel est votre style de vie? Quelle est votre façon de considérer les choses? Donc, il faut oublier ton background, il faut oublier Oui. tes habitudes et il faut te fondre en fait dans les habitudes des gens. Ça ne veut pas dire que tu perds ta personnalité, mais ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de barrière entre toi et les gens. Et puis, comme j'ai dit au début, il faut être ouvert, quoi. Il faut aller vers les gens, il faut parler avec eux, il faut les écouter, tu sais, il y a un truc très simple, il faut aimer les gens. Ah oui. Quand tu aimes les gens,
quand tu considères les gens comme supérieurs à toi, que tu n'es pas, arrogant, que tu n'es pas moi j'arrive, je sais mieux que toi, etc. Non, quand tu considères les autres comme supérieurs à toi, quand tu les aimes, quand tu as envie de les comprendre, quand tu as envie de les aimer, de parler avec eux, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe que les gens vont t'apprécier et ils vont t'accepter, et voilà, il faut être simple et ben, des fois on dit des bêtises parce qu'on se trompe, mais c'est pas grave. Vraiment, ce que j'ai appris, moi, c'est que parce que j'ai travaillé, j'ai fait des missions au Moyen-Orient, j'en ai fait en Asie, j'en ai fait aux États-Unis, j'en ai fait en Europe aussi. Et voilà, il faut aimer les gens, il faut aimer leur culture, il faut, euh, il faut, il faut avoir envie de découvrir quel est le quotidien des Euh, gens et vivre comme eux. Voilà, après, c'est tellement simple, c'est tellement simple. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire, il faut aimer la vie. C'est la savoir-vivre, en fait, c'est là, non? N'est-ce pas? Bah, c'est-à-dire que si tu aimes les gens, si tu aimes les gens, tu vas. Après, c'est très facile. Oui, oui. C'est très très facile. Bien sûr, tu vas aimer la vie, bien sûr, mais à la base, il faut aimer les gens. Euh, Moi, à oui. chaque fois que je vais te dire, par exemple, en France, j'ai l'occasion d'être tous les jours en contact avec des étrangers et voilà, je leur pose des questions. Je suis heureux d'être avec eux. J'ai envie de connaître leur vie, qu'est-ce qu'ils font, etc. Et je trouve ça extraordinaire, quoi. Ah Les oui, différences, tu vois, les différences. Je prends toujours l'exemple de ce qu'on voit dans la nature. Tu vois, par exemple, il y a la couleur verte qu'on voit dans les arbres, dans les feuilles, etc. Mais il n'y a pas de vert identique. Il y a des centaines de couleurs vertes différentes et c'est la variété qui fait la différence, hein. Voilà, je me souviens, j'ai eu l'occasion il y a des années d'aller en Turquie, de visiter les différentes régions de Turquie, et j'ai aimé le style de vie de ces gens et j'ai voulu connaître leur façon de vivre, leur culture, leur cuisine. Voilà, mais après les gens t'acceptent, hein. oui, écoute, je suis de Tanger, par exemple. Oui, j'avais la même impression de toi, que tu es très curieuse. Euh, oui, voilà. Et Ouais. tu as raison, tu as raison. Euh, ok, Philippe, en fait, je t'ai posé en fait toutes les questions, je l'avais déjà. Je ne sais pas si j'oubliais quelque chose, mais on peut faire la deuxième part si tu Ah bah veux. si tu veux, moi j'ai beaucoup de choses à te dire, mais ça va pas tenir dans le podcast d'aujourd'hui, quoi, tu vois. Euh, Après, on pourra parler de la création. Moi, ça m'a toujours passionné, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est création. Donc, je pourrais te parler une prochaine fois de choses que j'ai inventées et euh, tout ça, mais euh, pas aujourd'hui. ok, en dernière question, en fait, Oui. je me souviens, comment tu restes ouvert, comment tu restes très créatif dans la cuisine, par exemple? Bah, tout simplement parce que j'ai conscience que entre ce que je sais et ce que je pourrais savoir, il y a un océan. Il y a un océan. C'est tellement, il y a tellement de choses extraordinaires dans ce monde. Il y a tellement de choses variées. Il y a tellement de choses que je ne connais pas que, voilà, tu sais, Marcel Pagnol disait, Ah, il faut, ah oui, c'est un de mes auteurs préférés. Il disait, il faut jamais perdre une occasion de s'instruire. Et avec les gens que je rencontre, je cherche toujours à apprendre quelque chose. Alors ça, c'est ma passion, c'est apprendre quelque chose de nouveau, créer quelque chose de nouveau. Voilà, ça sera toujours mon idée, quoi. écoute, Philippe, c'était une très bonne discussion. Moi, je suis très intégré en la cuisine, en culture française. Du coup, j'habite ici, j'aime beaucoup la France. De toute manière,
je suis tombé amoureuse, c'est correct comme ça. Amoureux, amoureux. Amoureux, amoureux. Si C'est tu étais une féminin, femme, oui, c'est féminin. voilà, Ouais. si tu étais une femme, tu pourrais dire je suis tombé amoureuse. Mais là, si tu dis ça, ça va faire drôle, quoi. Ok, je vais couper cette parole. Ok, ok, Philippe. Mais tu vois, je vais te dire, dernière chose que je veux te dire, c'est dis-moi. très intéressant ce que tu as dit, parce que tu as dit je suis tombé amoureux. Et en fait, c'est ça le secret. Quand tu vas quelque part, il faut tomber amoureux de l'endroit où tu es. Il faut tomber amoureux des gens que tu rencontres. Il faut tomber amoureux de leur culture, etc. Et c'est comme ça que ça marche, parce que le moteur, c'est l'amour. Ah oui, exactement. Ouais, c'est génial quand tu es comme Marcel Pagnol. Tu- Ouais. Tu es, oui, c'est génial, Philippe. Mais on peut finir ici Ok, notre podcast. C'était tellement génial de parler avec toi. Encore, je te pour moi remercie aussi, hein. beaucoup pour accepter mon invitation. Euh, et oui, voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et moi, je suis très touché par ta démarche et toute cette série de podcasts que tu fais que je trouve passionnante. Alors, je te remercie aussi.